Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. À Thiaroye-sur-Mer, comme dans le reste du pays, la jeunesse cherche. Perdue en haute mer, une bonne partie a décidé tout de même de tenter la Grande Bleue pour le vieux continent. Des parents qui n'ont eu aucune nouvelle de leurs enfants depuis plusieurs jours expriment leur désolation. C'est à suivre dans cette édition. Inauguration ce matin de l'état-major de la gendarmerie nationale, une cérémonie présidée par le chef de l'État qui est revenu sur le sens de l'infrastructure. Par ailleurs, l'accent a été mis sur l'effectif de la gendarmerie nationale qui a été revu à la hausse de manière substantielle en seulement 2 années. Nous en dirons un peu plus dans quelques instants. Et sauf disposition légale, au contraire et sans préjudice d'une décision de justice à intervenir, M. Ousmane Sonko doit jouir de son état d'électeur inscrit sur les listes électorales avec tous les droits y étant attachés. Cette appréciation donc de la Sénat sur la liste de Ousmane, sur la situation plutôt d'Ousmane Sonko, candidat, n'a pas changé grand-chose. Son mandataire qui était cet après-midi à la direction générale des élections est ainsi rentré bredouille sans fiche de parrainage. Boaïb Dafé, ceci est en parfaite violation de la loi, vous l'entendrez. Et 130 morts, dont 20 enfants, c'est ce qui retient l'attention dans un rapport d'Amnesty International. Publié ce matin, ce rapport est intitulé « La mort nous guettait, vivre sous siège au Burkina Faso passe au crible, les crimes de guerre et autres atteintes aux droits humains au pays des hommes intègres depuis que le terrorisme y a obtenu son passe-droit ». On en parle en fin d'édition. Et le développement, bien entendu, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à toutes et à tous. Thiaroye-sur-Mer s'est vidé d'une partie de sa jeunesse. La principale cause est la migration irrégulière. Dans ce village de la communauté Lébou, plusieurs hommes, des femmes, mais également des enfants ont tenté l'aventure dans une famille de cette localité. Une dizaine de personnes sont portées disparues en mer depuis le 9 octobre dernier. Les détails, c'est bien sûr dans ce reportage que je vous propose, signé Alioune Sow et Seinsaliou Dema. Des enfants jouent au football dans un espace situé au cœur du quartier Thiaroye, à côté un labyrinthe pour accéder à la plage. Ici aussi, des enfants se baignent à côté des pirogues amarrées, des jeunes en communion. Un lieu qui est dépeuplé à cause de la migration irrégulière. Mes neveux sont partis ainsi que mes enfants. Actuellement, Thiaroye est vide. Même la propriétaire de cette pirogue sur laquelle nous sommes assis est partie. Il n'y a que des enfants et des personnes âgées qui restent ici et certains vieillards veulent même tenter l'aventure. Thiaroye est presque vide, la jeunesse prend les pirogues et les candidats sont plus nombreux. Sincèrement, Sincèrement, plusieurs personnes sont déjà parties, mais nombreux sont ceux qui sont là, qui voudraient rejoindre l'Europe. Parmi eux, des hommes et des femmes. Juste derrière la plage, une maison familiale, Fayenne, telle est l'appellation. Cette concession est presque vide. Une dizaine de personnes ont pris la même pirogue depuis le 9 octobre. Mais jusque-là, aucune nouvelle. Les récits sont glaçants. J'ai 2 enfants qui sont partis, dont un garçon et une fille, ainsi que mon petit-fils. Mon petit frère, sa femme et ses 2 enfants sont partis de même que l'enfant de mon grand frère et son cousin. Dans cette pirogue, il y a mes enfants, mes petits-enfants et mes petits frères. Certes, la marine nous dit qu'elle fait des recherches, mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune nouvelle. Hommes, femmes et enfants ont bravé le Grand Bleu à Thiaroye-sur-Mer, direction Espagne. Conséquence, des familles sans monde et des quartiers complètement dépeuplés.
Parlant de la migration irrégulière, le chef de l'État a tenu à galvaniser les forces de défense et de sécurité face à ce défi qui prend de plus en plus d'ampleur. C'était à l'occasion de l'inauguration donc de l'état-major de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, Macky Sall souligne que la dimension de l'infrastructure prouve la grandeur et le prestige qu'il accorde aux forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui sur plusieurs fronts. Je propose d'écouter ces explications. Nous vivons au quotidien la montée des périls, le terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie maritime, la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire, la cybercriminalité, les réseaux d'immigration clandestine et j'en passe. S'y ajoute le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux, nouvelle forme de perturbation de l'ordre public et de déstabilisation nationale. Face à tous ces périls, la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité s'impose en permanence. Elle doit être vigoureuse pour garder la prédominance sur les défis et agile pour s'adapter à toutes les circonstances. Et le général Moussa Fall a profité de cette cérémonie pour mettre l'accent sur la montée en puissance des effectifs de la gendarmerie. Point phare de l'axe 3 du plan Sénégal émergent, la gendarmerie se fixe donc comme objectif d'atteindre 35 000 hommes dans son corps et souhaite implanter des brigades de gendarmerie territoriale dans les 46 départements du pays. Suivons le compte rendu de la cérémonie d'inauguration avec Mamsene Boubabou et Sidignan. La gendarmerie nationale vient d'avoir un tout nouveau état-major à la caserne Samba Djiri Diallo. Selon le général de corps d'armée Moussa Fall, ce nouveau bijou vient pour faciliter leur mission de défense et de sécurité nationale. L'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire que vous nous faites l'insigne honneur d'inaugurer ce matin s'articule autour de 4 chaînes fonctionnelles. Les ressources humaines, les opérations, la logistique et l'anticipation prévention. Il s'inscrit dans le vaste plan de modernisation des infrastructures et d'augmentation des capacités d'accueil. Le haut commandant de la gendarmerie nationale estime que la politique nationale de défense et de sécurité de l'axe 3 du PSE leur a permis de monter en puissance. D'amorcer une montée en puissance de la gendarmerie nationale. Cette montée en puissance se traduit à ce jour par un accroissement substantiel de ses effectifs en l'espace de 2 années. Le recrutement de nouveaux personnels a franchi le record annuel de 3 000 militaires en 2023, toutes catégories confondues. La gendarmerie se fixe comme objectif de garantir la sécurité de toute la population et pour ce faire, elle compte augmenter son effectif. Le contrat opérationnel est de garantir une sécurité optimale à chaque citoyen, quel que soit son lieu d'implantation sur le territoire national. L'objectif est d'arriver à une gendarmerie à 35 000 hommes à l'horizon 2025, prenant en considération tous les effets induits en termes d'infrastructures, de logistique et de soutien de l'homme. Afin d'être beaucoup plus présente à côté de la population, la gendarmerie se fixe comme ambition de mettre en place une compagnie de gendarmerie territoriale, un escadron mobile, une brigade de recherche et un nombre variable de brigades dans chacun des 46 départements du pays. Et dans le chapitre politique de cette édition, retenez que la Direction générale des élections s'en tient à son dernier communiqué et refuse de donner une fiche donc de parrainage au mandataire de Ousmane Sonko. Et selon Aïb Dafé et compagnie, c'est une violation de la loi. Ils ne comptent pas se laisser faire. Le mandataire d'Ousmane Sonko est clair. Ils vont saisir la Sénat une nouvelle fois pour qu'elle saisisse à son tour le Conseil constitutionnel. Plus de précisions avec Alioune Sowa.
Après son arrivée à la direction générale des élections, il aura fallu quelques minutes au mandataire de Ousmane Sonko pour accéder sur les lieux. Finalement, il rentre bredouille. À la suite de la décision de la Sénat, la DGE continue dans sa rébellion, dans sa défiance à l'égard des institutions de la République et des lois de la République, ce qui est inadmissible, ce qui est intolérable et ce qui est injustifiable dans une République, dans une démocratie. Ayib Daffé et compagnie ne comptent pas se laisser faire. Selon eux, une bataille politico-judiciaire s'annonce. Maintenant, nous allons mener le combat politique, le combat judiciaire et sur tous les plans pour que Ousmane Sonko recouvre ses droits. Donc nous avons saisi la Sénat pour qu'elle se substitue à la Direction générale des élections. Nous avons demandé également que la DAF fasse son travail de réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral en rapport avec la DGE. Cependant, aucune stratégie n'est dévoilée pour le moment, mais selon notre interlocutrice, il se fera après concertation. On ne peut pas annoncer ce qu'on va faire déjà sans avoir discuté avec le bureau politique, parce que le bureau politique de PASTEF est toujours là. Il existe bel et bien. Les patriotes sont là, donc nous allons nous concerter et après nous avoir concertés entre nous, nous allons venir vers la population et ils sauront exactement ce que nous allons faire comme combat politique. Malgré la décision de la Sénat, Commission électorale nationale autonome, la DGE, Direction générale des élections, campe sur sa position et refuse de donner à Ousmane Sonko sa fiche de parrainage, un refus que ses partisans considère comme une violation de la loi. Un petit rappel pour toujours parler de politique. Lors des élections locales passées, des dissidences avaient été notées dans la coalition de la majorité. Des listes parallèles avaient ainsi été présentées. Certains étaient même parvenus à devenir maires. Ces maires, ces sortants, mais aussi des têtes de liste, des listes parallèles bien sûr, dans le département de Nioro, se sont ainsi constitués en collectif pour assurer la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar à la prochaine présidentielle. Il justifie justement leur choix par les nombreuses réalisations observées dans le département. Ils invitent ainsi les autres leaders du département à l'unité afin d'atteindre leurs objectifs. Les détails, bien sûr, c'est avec Sékou Diallo dans ce compte-rendu que je vous propose là. 2 maires sortants étaient de liste lors des dernières élections municipales dans le département de Nioro à se constituer en collectif pour les élections présidentielles prochaines. Ils comptent soutenir la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais ils demandent beaucoup plus de considération. D'habitude, dans les comités électoraux qui sont gérés par le maire, les maires, nous avions eu à constater que la plupart des listes parallèles, des têtes de listes parallèles, n'ont pas été intégrés comme il faut. Ces maires sortants et têtes de liste justifient leur choix par les nombreuses réalisations dans le département de Nioro. Le renforcement du dispositif sécuritaire dans le département de Nioro ne souffre d'aucun doute. Actuellement, à Créy, vous avez un poste à Wakunguna, il y a des brigades de douane, donc la sécurité est assurée dans le département de Nioro, même si nous en demandons d'autres. Le plan Sénégal émergent qui a permis à notre très cher département de Nioro de connaître un désenclavement notoire par le bitumage de la route d'Ingraï-Nioro jusqu'à Créy à travers les programmes comme PUDC et Puma. L'urbanisation accrue du chef-lieu de département. L'union de tous les leaders du département peut donner un résultat positif pour la mouvance présidentielle, selon le doyen Ousmane Gueye. Nous estimons et nous souhaitons que nous pouvons avoir 80% cette année aux élections présidentielles. Ils ont tenu une assemblée générale pour réfléchir sur les voies et moyens qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs. Et pendant ce temps, l'impact négatif de la grève des travailleurs des collectivités territoriales et suite à la suspension de 3 jours du mot d'ordre. L'état civil a ainsi été pris d'assaut par les usagers, le ressenti ou le cri du cœur de ces derniers dans ce reportage signé Babacar Seka. Venu chercher un certificat de résidence pour sa femme, Malesek a eu toutes les peines du monde pour accéder à l'état civil. Mais à mon arrivée, à ma grande surprise, vous voyez, ça sonne à l'œil nu là. Il y a un monde fou, personne ne peut accéder à l'intérieur. Et c'est un droit civique. Mais je n'arrive même pas à accéder à l'intérieur. Et vraiment, nous,
on demande que toutes les autorités administratives prennent acte sur cette décision-là. Parce que c'est trop quand même. La rentrée des classes et tout ça. On a besoin des papiers de nos enfants et de madame et tout ça, vraiment. Avec ces 3 jours de suspension de la grève des agents municipaux, les travailleurs de l'état civil sont submergés. Parce que nous, à l'état civil, en ce moment, nous sommes tellement débordés que même à la maison, il y a beaucoup de personnes qui m'attendent tous les jours pour seulement trouver leur copie des actes de l'état civil. C'est une situation difficile. Hier, j'ai eu à signer plus de 2500 actes administratifs de l'état civil. C'est un volume de travail tellement extraordinaire que moi-même je ne tiens plus. Et c'est la vie des gens. Et c'est très important. Parce qu'ici, à l'état civil, on a un droit de vie et de mort sur les gens. Les travailleurs espèrent la tenue des promesses des autorités étatiques pour soulager les populations. Que le ministre du Budget, que le ministre des collectivités territoriales, M. Mamadou Diagne Fada, trouve un issue face à cette situation. On dit que le Sénégal est en émergence et les usagers trouvent difficile à accéder à leur copie des actes administratifs de l'état civil. Ce n'est pas du tout normal. Le calvaire des usagers va continuer avec la reprise ce jeudi de la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Et pendant ce temps, les travaux de l'autoroute à péage Kerbala-Tchadjaï sont freinés par une pénurie de ciment et de basalte selon les maîtres d'ouvrage. Oui, j'y arrive. Ils en ont d'ailleurs informé le Premier ministre. Le chef du gouvernement a promis d'y remédier dans les plus brefs délais. Ces déclarations ont ici été faites lors de sa tournée départementale entamée ce mardi. Justement, je vous propose d'écouter ses explications. Il est au micro de Muntaga Kana. 3 cimenteries qui exportent beaucoup. Nous avons 3 cimenteries qui exportent beaucoup vers les pays de la sous-région, ce qui est déjà une excellente chose. Donc dès le retour à Dakar, on va les convier à une rencontre pour voir un peu dans quelle mesure on peut régler la question de l'approvisionnement de certains chantiers clés. Justement, aujourd'hui, notre économie tourne bien. Donc nous avons un chantier totalement financé qui peut être mis à la disposition du public tout de suite. Mais malheureusement, on a quelques difficultés d'approvisionnement. Mais là, le gouvernement va s'en occuper. Donc dès mon retour à Dakar, je vais convier les 3 cimentiers. Et on va sécuriser certains chantiers pour pouvoir vous permettre de les livrer à temps. Donc c'est une question importante. S'agissant de la question du basalte, là aussi c'est une question qui est récurrente. Nous avons beaucoup de carrières, mais apparemment c'est même pas apparemment, maintenant c'est connu que nos chantiers connaissent quelques retards par rapport à l'approvisionnement en basalte. On va étudier la question avec le ministère des Mines assez rapidement pour voir un peu dans quelle mesure on peut trouver une solution. Le ministère des Mines et de la Géologie a accueilli un atelier de partage du rapport d'audit relatif à l'opérationnalisation du fonds de réhabilitation des sites miniers de carrière. Plus d'1 milliard de francs CFA a ainsi été mobilisé pour alimenter le fonds. Roselyne Mbaye Carlos est la directrice générale des mines et elle est au micro de Babacar Seka. Les études d'impact environnemental soit ne sont pas complètes ou bien sont insuffisantes, parfois même absentes par rapport à certains titres miniers. Or, ces entreprises minières, ces exploitants ont l'obligation de les réaliser et certains l'ont déjà fait. Par contre, on a toujours des défis en rapport avec une estimation correcte de la réhabilitation, c'est ce que ça va coûter. Et l'intérêt d'avoir un fonds de réhabilitation, véritablement, c'est qu'en cas de défaillance, que l'État puisse suppléer à ces entreprises qui ne sont pas là pour pouvoir réaliser la réhabilitation des sites miniers, pour un peu permettre à ce que l'environnement soit régénéré correctement par rapport à l'état initial. Donc c'est pour cela que cet atelier vient un peu en appoint à ce qui se fait déjà. Il y a des initiatives importantes qui ont été prises pour opérationnaliser le fonds. Ça a démarré avec la Caisse de dépôt et consignation pour un montant de plus de 1 milliard, mais il reste encore beaucoup d'exploitants qui ne sont pas encore aux normes. Donc l'intérêt, c'est de proposer véritablement quelque chose qui nous permette d'aller très vite et pour opérationnaliser. Voilà, le fonds a déjà démarré, comme je l'ai dit. Maintenant, il y avait des titulaires de titres miniers qui n'étaient pas encore impliqués.
puisque l'idée, c'était véritablement que tous soient traités au même pied d'égalité. On avait déjà démarré avec les entreprises qui sont membres de la Chambre des mines du Sénégal. C'est avec eux qu'on a pu démarrer l'ouverture de comptes au niveau de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont pu verser un montant, une forme de garantie de réhabilitation, mais pour nous, ce n'était pas suffisant. Pendant ce temps, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise, l'APIX a remis plus de 2000 kits scolaires aux élèves des communes de Ziguinchor, Niassia et Boutoupa Kamarakunda. Un geste magnifié donc par les parents d'élèves et les autorités locales. Le directeur général de l'APIX, Abdoulaye Baldé, annonce également un don de 350 tables bancs pour les écoles de Ziguinchor saccagées lors des événements de juin, bien sûr, dernier. Suivons les détails, c'est avec Hassan Ba. C'est à Boutoupa Kamarakunda, dans le département de Ziguinchor, que la délégation de l'APIX a démarré la distribution des fournitures scolaires. Élèves, parents, enseignants, tous étaient de la partie pour magnifier ces gestes de l'APIX dans cette zone déshéritée. Le maire de la commune pense que ces fournitures vont considérablement améliorer les conditions d'études. Aux derniers examens du baccalauréat, les 2 meilleurs élèves de l'académie de Ziguinchor sont de Boutoupa Kamarakunda. Cela montrera que nous sommes là et nous accompagnerons et nous pensons que ces intrants vont être à bon usage et va améliorer davantage les résultats dans la circonscription communale. Après Boutoupa Kamarakunda, la délégation s'est rendue à Ziguinchor, à la direction de l'APIX. Sur place, le directeur général Abdoulaye Baldé a procédé à la distribution des fournitures aux élèves de la commune. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec plus de 2000 cahiers et des sacs, 2000 aussi, pour les distribuer aux écoles des communes de Ziguinchor, des communes de Boutoupa Kamarakunda et des communes de la commune de Niassia, qui est aussi ma commune, donc je ne peux pas les oublier. Par conséquent, je suis venu avec une bonne équipe de l'APIX pour essayer de donner ces cahiers, ces sacs, qui sont de très bonne qualité. Je les ai essayés aux élèves de la commune pour les soulager. Après Ziguinchor, direction Niassia, la dernière étape de la tournée de la délégation de l'APIX. Sur place, le directeur général Abdoulaye Baldé a aussi distribué des fournitures scolaires, un geste magnifié par la mairesse de Niassia. Car l'ouverture coïncide toujours avec les périodes de soudure, ce qui fait qu'il est très difficile pour les parents de pouvoir joindre les deux bouts et de pouvoir satisfaire l'éducation des enfants. Donc si nous avons des personnes de bonne volonté qui viennent en appoint, qui viennent en aide, aux écoles élémentaires, je pense que vraiment, monsieur le DG de l'APIX, nous vous disons merci. Merci pour cette marque de reconnaissance que vous avez eue pour l'école Mathias Samboutende. Après la remise des fournitures scolaires aux élèves de ces 3 localités, le directeur général de l'APIX annonce un don de 350 tables bancs aux écoles de Ziguinchor qui ont été saccagées lors des événements du mois de juin. Et je vous l'annonçais en début d'édition. Amnesty International a publié ce matin son rapport intitulé « La mort nous guettait, vivre sous siège au Burkina Faso ». Il porte sur les crimes de guerre et autres atteintes aux droits humains, une situation qui contraint de nombreux habitants des localités assiégées. Le rapport d'Amnesty International fait état, par exemple, de 130 personnes tuées, dont 20 enfants. Suivons les détails. C'est avec Fignan et Chertidiane Diouf. 30% du territoire national échappe au gouvernement burkinabé. C'est ce qui ressort du rapport dressé par Amnesty International. Le Premier ministre du Burkina Faso, lors de son intervention devant l'Assemblée nationale au mois de mai 2023, disait que les autorités ne contrôlaient que 65% du territoire national. Donc en discutant avec d'autres acteurs, il pourrait dire que les autorités ne contrôlaient que entre 40 et 60% du territoire national, mais dans tous les cas, on se rend compte que près de 30% du territoire burkinabé échappe aux autorités. À Solane, par exemple, les données collectées par Amnesty International font état de 130 personnes tuées, dont 20 enfants. Cet organisme international a formulé des recommandations aux groupes armés, mais également au gouvernement. De veiller au recensement et à l'évaluation des besoins de ces populations et de ces personnes déplacées. Ensuite, de travailler avec toutes les parties
pour que les personnes déplacées, notamment les enfants dont on a parlé, et les personnes âgées, les plus vulnérables, aient un accès à la nourriture, aux soins de santé, à l'éducation et à un abri. La mort nous guettait, vivre sous siège au Burkina Faso, c'est le titre du rapport dressé par Amnesty International. 97 personnes ont été interrogées. Amnesty demande aux partenaires internationaux de condamner les crimes de droit international, les atteintes et violations des droits humains. Voilà, on y est. Fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. C'est l'ensuite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez soin de vous.